Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 7 janvier, je vous propose tout d'abord de revenir sur la situation en Corée du Sud, où la situation de crise politique continue avec l'échec de la tentative d'arrestation par les enquêteurs de l'ex-président Yoon Suk-yeol, soupçonné de rébellion suite à sa déclaration de la loi martiale en décembre dernier. Nous irons ensuite dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, où le Congrès a élu un nouveau gouvernement avec une majorité de députés non indépendantistes, environ 2 semaines après la chute du gouvernement de Louis Mapou. Nous irons ensuite au Cambodge, où près de 60 travailleurs étrangers se sont enfuis d'un casino connu pour sa pratique du travail forcé et du trafic humain. Ce sera l'occasion de revenir sur ce fléau qui est pourtant peut-être le secteur le plus lucratif du pays. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Thaïlande pour nous intéresser à un moine vietnamien atypique qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux depuis l'année dernière et qui a entrepris un long pèlerinage qui doit l'amener jusqu'en Inde, lieu de naissance du bouddhisme. En Corée du Sud, les enquêteurs ont finalement renoncé vendredi dernier à arrêter l'ex-président fraîchement destitué après une confrontation par des membres de sa garde rapprochée. C'était pourtant la dernière occasion pour les enquêteurs d'arrêter Yoon Suk-yeol, dont le mandat d'arrêt est arrivé à expiration hier soir à minuit. Yoon Suk-yeol est accusé de rébellion suite à sa décision, dans la nuit du 3 au 4 décembre dernier, de décréter la loi martiale avant de revenir sur sa décision quelques heures plus tard. Il a ensuite été renversé par une motion de censure votée par les députés de l'Assemblée nationale et a été remplacé par Han Duck-soo, ex-premier ministre de Yoon Suk-yeol, qui a assuré l'intérim de la présidence pendant moins de 2 semaines avant d'être à son tour destitué par un vote au Parlement. Les enquêteurs étaient accompagnés de centaines de policiers mais se sont retrouvés face aux services de sécurité présidentielle, des centaines d'agents qui ont formé une chaîne humaine pour empêcher l'accès aux enquêteurs. Hier, le bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires, qui est la principale agence qui forme l'unité conjointe d'enquête sur la décision de l'ex-président Yoon Suk-yeol d'imposer la loi martiale, est finalement revenu sur sa décision d'ordonner à la police d'arrêter le président. Le bureau a annoncé qu'il ne participerait plus à des tentatives d'arrestation de l'ex-président, qui se trouve toujours dans sa résidence à Séoul. Les avocats de Yoon Suk-yeol ont quant à eux déposé plainte lundi contre le chef du bureau d'enquête et contre 10 autres responsables suite à la tentative d'arrestation, affirmant que le bureau n'avait pas le droit de mobiliser les forces de police pour exécuter le mandat d'arrêt émis contre Yoon. Pendant ce temps, dimanche, des milliers de manifestants pro- et anti-Yoon Suk-yeol se sont rassemblés dans les rues pour soutenir l'ex-président ou pour réclamer son arrestation. C'est dans ce contexte tendu de crise politique que le chef du département d'État américain Anthony Blinken est arrivé à Séoul lundi, dans ce qui est probablement son dernier voyage officiel à l'étranger en tant que chef de la diplomatie américaine, avant l'investiture prochaine de Donald Trump. Après Séoul, Blinken doit également se rendre à Tokyo puis à Paris. Les élus du Congrès de Nouvelle-Calédonie ont élu aujourd'hui les 11 membres du nouveau gouvernement, dont 6 membres non indépendantistes et 5 indépendantistes. Le nouveau cabinet s'est réuni en huis clos juste après le dépouillement pour un premier vote en vue d'élire un président du gouvernement, mais aucun des 2 candidats, Alcide Ponga et Samuel Neupen, membres de Uni et Calédonie Ensemble, n'ont été élus au terme de cette réunion qui s'est déroulée en présence de Stanislas Afonsi, secrétaire général du Haut-Commissariat en Nouvelle-Calédonie. Le nouveau gouvernement a été élu environ 2 semaines après la chute du gouvernement présidé depuis février 2021 par l'indépendantiste Louis Mapou, tombé le 24 décembre. C'était le premier président indépendantiste de Nouvelle-Calédonie à gouverner le territoire depuis l'accord de Nouméa. Le nouveau gouvernement aura comme mission, entre autres, de réformer le système de santé et les finances du territoire, deux sujets qui étaient déjà les priorités du gouvernement de Louis Mapou. En mai 2024, des manifestations ont éclaté en Nouvelle-Calédonie en réaction à un projet de dégel du corps électoral, des manifestations pacifiques qui ont ensuite dégénéré, faisant 9 morts et d'immenses dégâts matériels dans l'archipel.
En plusieurs semaines, ce sont 700 entreprises, mais aussi des bureaux, des bibliothèques ou encore des écoles qui ont été incendiées, pillées ou vandalisées. Le gouvernement a estimé en décembre le montant des dommages générés par la crise à au moins 2,2 milliards d'euros, dont 1,2 qui concerne le secteur privé et 1 milliard qui concerne des infrastructures publiques. Le gouvernement local devra donc faire passer des réformes s'il veut obtenir davantage de financement promis par Paris pour relancer l'économie locale. Au Cambodge, 57 travailleurs étrangers se sont enfuis d'un casino connu pour sa pratique du trafic humain et du travail forcé et situé près de la frontière avec la Thaïlande, dans la province d'Oda Mien Chey. Radio Free Asia a indiqué que la plupart de ces travailleurs étrangers étaient originaires du Népal et du Pakistan et avaient réussi à passer le portail en se munissant de barres de métal et en blessant 2 gardes. Un témoin local a indiqué que les travailleurs s'étaient dit fatigués des punitions corporelles qu'ils subissaient dans le Osmash Resort et la police a indiqué qu'ils avaient demandé à changer d'employeur. Radio Free Asia a précisé que le Osmash Resort était détenu par Lee Yong-pat, un homme d'affaires cambodgien et thaïlandais qui est aussi une personnalité politique de premier plan au Cambodge, servant de conseiller au gouvernement depuis 2000. Lee Yong-pat et son groupe ont été sanctionnés par les autorités américaines pour les activités de trafic humain et de travail forcé pratiquées dans plusieurs casinos du pays, dont le Osmash Resort. Il est aussi précisé que cet hôtel casino est connu pour être impliqué dans le business des arnaques en ligne. En 2022, le US Institute of Peace avait estimé que ce secteur remportait à lui seul 12,5 milliards de dollars américains par an, soit la moitié du PIB du Cambodge. L'Institut explique que plusieurs hôtels et casinos, qui sont le fruit d'investissements immobiliers spéculatifs, se sont retrouvés vides suite à la pandémie de Covid-19 et à l'arrêt du tourisme, et que ces lieux avaient été transformés en base d'arnaques en ligne dans un vaste réseau de criminalité protégé par les élites du pays. En octobre 2024, un journaliste cambodgien du nom de Mate Mara a été arrêté pour incitation au chaos social pour avoir rendu public l'ampleur du secteur des arnaques en ligne au Cambodge. Le journaliste a été libéré sous caution après s'être excusé dans une vidéo en ligne auprès des autorités, avant de déclarer en novembre dernier qu'il n'exercerait plus sa profession de journaliste pour se lancer dans l'agriculture. Notons qu'en 2022, le Cambodge a aussi fait beaucoup parler de lui à Taïwan après que des centaines de Taïwanais ont été victimes de trafic humain, attirés sur place par des offres d'emploi particulièrement alléchantes. Crâne rasé, robe rapiécée, pieds nus et vivant de l'aumône, le désormais célèbre moine vietnamien Thich Minh Tuệ continue son pèlerinage et a traversé la frontière thaïlandaise mardi dernier, se dirigeant désormais vers la capitale Bangkok. L'homme de 44 ans, qui n'appartient pas à l'ordre officiel des moines bouddhistes vietnamiens, suit toutefois les Thutanga, 13 pratiques ascétiques qui comprennent notamment le renoncement à tous les biens matériels. Le Hantu, de son vrai nom, a entrepris un périple de 2700 km pour se rendre en Inde, visiter plusieurs sites qui constituent le berceau historique du bouddhisme. Un voyage qui a débuté fin novembre au Vietnam et passe par le Laos, la Thaïlande et le Myanmar. Thich Minh Tuệ parcourt déjà le Vietnam depuis plusieurs années, mais est devenu célèbre l'année dernière via des youtubeurs et des influenceurs qui l'ont accompagné pour filmer et documenter son périple sur les réseaux sociaux. Son engagement, son renoncement et son attitude humble exercent une certaine fascination auprès du public vietnamien qui s'est pris d'intérêt pour sa personne et ses différents périples. Mais sa célébrité dérange les autorités politiques et religieuses vietnamiennes. En mai dernier, les médias vietnamiens, contrôlés par l'État, parlaient de lui comme d'un homme ayant l'apparence d'un moine, provoquant la désunion religieuse et incitant à l'instabilité sociale, en précisant que le conseil exécutif de la Sangha bouddhiste vietnamienne avait affirmé que cet homme n'était pas un moine bouddhiste et affectait la communauté bouddhiste du Vietnam. En juin dernier, une descente de police en pleine nuit a dispersé le campement du moine, arrêtant ce dernier et plusieurs des personnes, dont des autres moines qui l'accompagnaient. Plusieurs ont indiqué que les policiers avaient essayé de les forcer à signer une déclaration pour renoncer à suivre le groupe et à violer la loi. Le moine a ensuite disparu de la circulation pendant 1 mois avant de réapparaître en juillet, tandis que le gouvernement vietnamien affirmait que Thich Minh Tuệ avait mis fin à son voyage de manière volontaire après avoir réalisé que son périple menaçait la stabilité sociale. Son périple et la désapprobation des autorités vietnamiennes a attiré l'attention sur le manque de liberté religieuse dans le pays, malgré une inscription du principe dans la constitution du Vietnam.
Notons que des appels lancés depuis l'étranger ont sans doute contribué à sa libération et que ce dernier a finalement annoncé quelque temps après son projet de se rendre à pied en Inde. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.